j'ai demandé à Nicolas de nous parler un petit peu de avant ou après Apollo 13 en Russie ou en Union soviétique. Quelles sont les histoires connues ou pas connues que les Russes ont pu connaître et qui ont eu une issue heureuse. À toi, Nicolas. Merci Pif de me donner la parole. Donc, comme tous les ans, je suis un petit peu l'intrus de la Yuri's Night puisque je suis toujours en train de parler de choses russes. Et là, même sur un thème, sur Apollo 13, j'arrive quand même à parler de Russie. Donc, évidemment, côté soviétique et en Russie aujourd'hui, il y a eu un certain nombre d'échecs réussis de type Apollo 13, c'est-à-dire des exemples d'incidents qui ont empêché les missions d'arriver à leur terme, mais où l'équipage à chaque fois a pu être sauvé. Donc, je vous propose de regarder un certain nombre de ces événements. Principalement, j'ai dénombré un certain nombre d'incidents qui se sont déroulés sur les vols Soyouz. Donc, des incidents, principalement, ils arrivent au moment du décollage, ils peuvent arriver pendant le vol, notamment dans les phases d'amarrage, et ils peuvent arriver au moment du retour. Donc, on va voir un certain nombre de missions où les choses ne se sont pas passées comme prévu, voire pas du tout. La première d'entre elles, on a fêté ses 45 ans il y a quelques jours, puisque c'était en avril 75, c'est-à-dire à peine 5 ans après Apollo 13, sur un vol alors qu'on appelle couramment en Occident Soyouz 18A, mais qu'on ne devrait pas appeler comme ça, puisqu'en fait, il n'a pas eu de nom. À l'époque, les vols recevaient un nom de baptême qu'une fois qu'ils étaient bien arrivés sur orbite. Donc, ceux qui n'arrivaient pas sur orbite, en fait, ils n'avaient pas de nom. Donc, vu que cette mission elle a eu lieu juste après Soyouz 17 et avant Soyouz 18, bah, on la surnomme Soyouz 18A. Voilà. Donc, à bord de ce vaisseau Soyouz, on avait deux cosmonautes, le commandant de bord qui était Vassili Lazarev et l'ingénieur de bord qui était Oleg Makarov. Donc, ces deux cosmonautes qui partaient pour une mission d'approximativement un mois sur la station Salyut 4, qui était une des toutes premières stations orbitales de l'histoire. Et donc, alors, une mission de un mois, à l'époque, c'était considéré c'était considéré comme très long. Ils étaient même censés battre le record de durée. Sauf que eh bien, le destin en a décidé tout à fait autrement, puisque un petit peu moins de 5 minutes après le décollage, le lanceur Soyouz, que vous voyez sur cette photo, a subi un échec. En l'occurrence, au moment de la séparation entre le deuxième et le troisième étage. On a eu voilà, c'est la zone que j'ai entourée en jaune sur cette photo. Donc normalement, la séparation se fait en actionnant 6 boulons pyrotechniques et il y a eu un problème logiciel qui fait que dans un premier temps, 3 des 6 boulons pyrotechniques ont été actionnés par erreur beaucoup trop tôt, ce qui fait que pendant quelques secondes, le deuxième étage j'ai envie de dire, pendouillé au bout du troisième, ce qui a bien évidemment déséquilibré l'ensemble et provoqué l'échec du lancement. Donc ça, c'est le premier incident qu'on a eu dans cette mission. Et donc le vaisseau, avec ces deux cosmonautes, a été éjecté. Et normalement, il devait suivre un profil de vol qui déjà était relativement abrupt, puisqu'en théorie, l'équipage devait subir une décélération d'approximativement 15 G. Alors moi, j'ai jamais testé. On pourrait demander à Jean-François Clairvoy ce qu'il en pense, mais 15 G, c'est déjà la limite de ce qu'un corps humain peut endurer. Sauf que là, en plus de l'échec de la fusée, il y a eu, en fait, on a réalisé avec ce vol qu'il y avait une sorte d'erreur de conception du système de contrôle du vaisseau Soyouz, et le profil de retour a été assez inattendu, et au lieu d'encaisser 15 G, l'équipage a supporté une décélération de 21,3 G, et ce pendant plusieurs secondes d'affilée. Donc, ils ont survécu, ils n'ont pas eu de bobo. En plus de tout ça, ils n'ont pas pu aller à l'hôpital directement, puisqu'ils ont atterri dans les sommets des montagnes de l'Altaï, pas très loin de la frontière chinoise, et donc ils n'ont été récupérés que le lendemain. Donc en gros, ces deux braves hommes, en quelques heures, en quelques minutes même, ils ont subi l'explosion de leur fusée, un problème avec le retour de leur vaisseau, et ils ont survécu dans une tente pendant une journée avant qu'on vienne les récupérer. Donc c'est ce qu'on appelle globalement une assez mauvaise journée pour eux. Mais ils s'en sont sortis, et l'un d'eux a même revolé pas très longtemps plus tard. Et alors, un événement assez similaire s'est déroulé en 1983, c'est-à-dire 8 ans plus tard, avec une mission qui, encore une fois, n'a pas eu de nom, mais qu'on surnomme Soyouz T-10-1, puisqu'il était entre Soyouz T-10 et Soyouz T-11. Donc, c'était le 26 septembre 1983. Et donc, on a deux cosmonautes encore, Vladimir Titov et Gennady Strekalov, qui doivent partir pour une mission de, cette fois-ci, presque 6 mois sur la station Salyut 7.
Et ils ont embarqué dans leur fusée, tout se passait bien, jusqu'à ce qu'il y ait un incident à ce niveau-là sur l'un des moteurs. Alors, ce que je montre avec ma flèche jaune, là, qui ressemble à un vieux pot d'échappement d'une Renault 5, mais qui en fait n'en est pas un, qui est ce qu'on appelle le générateur de gaz, c'est-à-dire c'est la partie du moteur qui transforme le peroxyde d'hydrogène liquide en gaz, et c'est ce gaz qui permet d'entraîner la turbine qui fait, à proprement parler, fonctionner le moteur. Et donc, 1 minute et 48 secondes avant le décollage, il y a eu un problème avec ce générateur de gaz qui a pris feu, ça a détruit le moteur. Et quand vous détruisez un moteur au moment du lancement d'une fusée, le résultat, ça donne ça. Ça donne une fusée qui prend feu et un équipage qui est coincé dans sa petite capsule au milieu de ce brasier. Donc, quelques secondes après que cette photo ait été prise, la tour d'éjection, c'est-à-dire cette espèce de grosse antenne, mais qui n'en est pas une, au sommet de la fusée, a éjecté le vaisseau qui a atterri environ 2 km plus loin. Les cosmonautes ont pu sortir de leur vaisseau, ils ont pu admirer les restes de leur fusée en train de se consumer sur le pas de tir. Alors, ce qui peut être intéressant de noter, c'est la façon dont l'ordre d'éjection est donné, puisque contrairement à ce qu'on pourrait croire, et contrairement à ce qui se passe dans un avion de chasse ou ailleurs, à aucun moment, ou dans Apollo par exemple, à aucun moment, l'équipage d'un Soyouz ne peut s'éjecter lui-même. C'est-à-dire qu'après le décollage, la seule chose qui peut provoquer l'éjection, c'est l'ordinateur de bord du vaisseau lui-même. Et avant le décollage, quand il y a un incendie sur le pas de tir, ce qui s'est passé en 1983, l'éjection peut être provoquée par le système de contrôle de manière autonome ou par l'équipe au sol. Et donc, dans notre cas, en 1983, elle a été provoquée par l'équipe au sol. Et donc, c'est eux qui ont sauvé la vie des cosmonautes. Et alors, pour la petite histoire, ils ont reçu la médaille de héros du travail socialiste, qui était la plus haute distinction soviétique, l'équivalent de notre Légion d'honneur. C'était messieurs Soldatenkov et Choumilin, pour information. Euh, euh, donc encore une fois, on a eu un échec du lanceur où l'équipage a pu être sauvé. Et une situation pas très différente s'est encore déroulée de manière beaucoup plus récente, puisque c'était il n'y a même pas 2 ans, en octobre 2018, avec le vaisseau Soyouz MS-10 qui partait vers l'ISS, avec le commandant de bord Alexei Ovchinin, qu'on voit ici à droite, et l'ingénieur de bord qui était Nick Hague, un Américain. Donc vous vous en rappelez sûrement, parce que c'était très récent et ça a été couvert de manière abondante par les médias. Donc le vaisseau a décollé par un magnifique temps d'automne à Baïkonour. Et puis au moment de la séparation des blocs latéraux, il y a eu un incident. L'équipage a été éjecté, il a pu atterrir en urgence au Kazakhstan, il a été récupéré et, comme on le voit en bas à droite sur cette photo, il a pu retrouver les cosmonautes ont pu retrouver leur famille à la Cité des Étoiles quelques dizaines de minutes plus tard. Alors, qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là? Sur une fusée Soyouz, les 4 blocs latéraux sont raccordés à l'étage central au moyen d'une petite boule, une liaison rotule, on appelle ça, qui s'encastre dans une encoche. C'est ce qu'on voit sur la photo du bas. Et au bout de cette petite boule, il y a un petit capteur, un petit téton. Ça, c'est une photo que j'ai prise à Baïkonour, on le voit bien. Ce petit téton, quand le bloc est encastré dans l'étage central, il est enfoncé. Ça, en fait, c'est un petit capteur. Et donc, quand le bloc latéral est largué, à environ 2 minutes de vol, ce petit téton est relâché et cette action-là envoie un signal qu'on appelle le signal Noche, mais peu importe. Et ce signal a pour action d'ouvrir une trappe qui est en bas du bloc latéral et qui permet de l'éjecter. Ça permet de l'éloigner du corps central. Donc la fusée poursuit sa route et le bloc latéral est éjecté par ce moyen-là. Sauf que sur ce vol, quand les techniciens à Baïkonour ont monté le bloc latéral, ils ont abîmé ce petit téton, ce petit capteur, qui du coup a été tordu et qui du coup n'a pas fait son travail, il n'a pas envoyé le fameux signal Noche, et du coup cette petite trappe qu'on voit ici sous ma flèche jaune, cette petite trappe ne s'est pas ouverte, et donc le bloc latéral n'a pas été éjecté. Donc on le voit sur cette image de caméra embarquée, on voit en haut et à droite 2 blocs latéraux pour lesquels les choses se sont bien passées, donc ils sont éjectés, et notre bloc défaillant qui est resté collé contre la fusée, qui a frotté contre le corps central et qui a éventré le réservoir d'oxygène liquide, ce qui a provoqué bien évidemment l'échec du lanceur. Donc ça, c'est le Apollo 13 russe le plus récent à date.
Et alors, maintenant, je vais passer un peu à des événements qui se sont passés cette fois-ci dans l'espace, un peu comme Apollo 13, justement, et notamment un événement assez peu connu qui s'est passé sur Mir en 1990. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1990? L'équipage du Soyouz TM9, donc les cosmonautes Anatoly Solovyov et Alexandre Balandine. Alexandre avec une faute d'ailleurs. Anatoly Solovyov, pour l'anecdote, c'est le recordman mondial et absolu du nombre de sorties dans l'espace, puisqu'il a fait 16 sorties dans l'espace. Le deuxième astronaute ou cosmonaute en a fait que 10, donc il est vraiment très très loin devant, mais peu importe. Donc ces deux cosmonautes, ils ont décollé à bord du vaisseau Soyouz TM9 et ils ont rejoint la station Mir. Et au moment où ils rejoignent la station Mir, on se rend compte qu'il y a un problème avec leur vaisseau, puisque le revêtement thermique du vaisseau, pour une raison qu'on ignore, a été en partie arraché pendant le lancement. On voit là les plaques de revêtement sous ma flèche jaune qui flottent librement dans l'espace quand le vaisseau est amarré sur Mir. Donc ça pose deux problèmes. Le premier, c'est que du coup, le vaisseau n'a plus de protection thermique. Le deuxième, c'est que les morceaux d'isolant thermique, ils obstruent un certain nombre de capteurs et on soupçonne que pendant la rentrée dans l'atmosphère, ça pourrait empêcher le vaisseau de s'orienter correctement. Donc, grosso modo, il faut régler le problème. Donc, pour régler le problème, nos deux braves cosmonautes font une sortie dans l'espace. On la voit ici, on l'aperçoit à gauche, là, en scaphandre. Ils font une sortie dans l'espace, ils refixent le tout, et puis ils rentrent sur Mir. Et puis voilà. Et donc, vous allez me dire, pourquoi est-ce que je mets ça dans la liste des Apollo 13 russes? Parce qu'au final, il n'y a rien de très palpitant. Eh bien, si, parce qu'au moment où Solovyov et Balandine rentrent sur Mir, ils ne peuvent pas fermer la porte. Ils ne peuvent pas fermer l'écoutille. Et pourquoi ils ne peuvent pas fermer l'écoutille? Parce qu'au moment où ils sont sortis, au début de leur sortie dans l'espace, ils l'ont cassé, l'écoutille. Et maintenant, ils ne ferment plus. Alors ça, c'est une photo que j'ai prise, non pas en Russie, mais à Toulouse, dans notre chère cité de l'espace, que je vous invite à visiter dès que la situation sanitaire le permettra, si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc on voit que le sas de Mir, l'écoutille, s'ouvrait vers l'extérieur. Et donc quand ils ont commencé leur sortie dans l'espace, il y avait encore un petit peu d'air à l'intérieur du module quand ils ont déverrouillé l'écoutille, ce qui fait qu'elle a été brutalement éjectée vers l'extérieur et ça a endommagé les gonds. Et ce qui fait qu'à la fin de la sortie, elle ne pouvait plus fermer. Donc la sortie avait déjà duré plus longtemps que la normale, donc ils étaient sur la fin de leur réserve d'air. Et subitement, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus refermer. Donc là, on est passé vraiment pas très loin de quelque chose qui aurait pu mal finir. Et, sauf que, heureusement, sur Mir, il y avait un sas de secours. C'est-à-dire là, on voit le module Grande 2 de la station Mir, donc tout à droite, donc l'écoutille principale. C'est par là que les cosmonautes devaient rentrer. Et donc là, vu qu'elle ne fermait plus, ils se sont enfoncés plus loin dans le module et ils ont pu fermer la deuxième écoutille, et c'est ça qui leur a permis de s'en sortir sans trop de problèmes. Donc là, on est quand même dans un bel exemple, c'est un peu ce que Jean-François Clairvoy disait tout à l'heure, où la conception de la station Mir a permis de prendre en compte la défaillance d'une écoutille et de garder l'équipage en vie malgré cette défaillance. Un autre événement, un double événement en fait qu'on peut citer côté russe, c'est ce qui s'est passé sur la station Mir en 1997. Alors il s'est passé deux choses sur la même mission. Tout d'abord, au mois de février, donc on a un nouvel équipage qui décolle, le commandant Sibaliev à droite, l'ingénieur Lazutkin au centre, et puis Reinhold Ewald, un cosmonaute européen, en l'occurrence allemand, qu'on voit ici à gauche. Donc les trois hommes décollent à bord de Soyuz TM25, ils rejoignent la station Mir, et quelques jours plus tard, ils démarrent un petit truc comme ça c'est une photo que j'ai prise à Moscou. C'est un petit dispositif qui permet de générer de l'oxygène. Normalement, ce n'est pas comme ça que ça marche sur Mir, mais pendant les transitions entre deux équipages, vu qu'il y a 6 personnes au lieu de 3 à bord, les systèmes standards ont un petit peu de mal à fonctionner. Donc, pour avoir un surplus d'oxygène, les cosmonautes utilisaient ce genre de cartouche. Sauf que la cartouche qui démarre ce jour-là, elle a un défaut de fabrication qui fait qu'elle s'enflamme. Et c'est le premier départ de feu d'importance. On a déjà eu quelques minimes dans le passé sur les stations Salyut, mais c'est le premier vrai gros départ de feu qu'on a eu dans l'espace au cours de l'histoire. Et qui a sérieusement remis en question la sécurité de l'équipage, puisque l'atmosphère de Mir a été très rapidement remplie de fumée, et de par sa situation géographique,
la flamme générée par cette cartouche barrait la route vers l'un des deux vaisseaux Soyouz nécessaires à l'évacuation. Donc, pour parler un peu brutalement, si les choses avaient empiré et qu'il avait fallu évacuer la station Mir, il n'y a que 3 des 6 cosmonautes présents qui auraient pu partir. Alors, quelques semaines après cet événement, il y a une navette spatiale qui est venue rendre visite à la station Mir. À bord de cette navette spatiale, il y avait plein de gens bien, notamment notre cosmonaute français Jean-François Clairvoy, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter de parler de ça pour l'instant, et puis je pense qu'après, peut-être, il aura quelques compléments à apporter, parce qu'il a vécu la situation d'un petit peu plus près que moi. Et par contre, pour l'équipage de Mir, ben, c'était pas tout, puisque quelques mois après, ça c'est l'astronaute américain Jerry Linenger avec son masque, juste après qu'ils aient réussi à éteindre le feu. Donc voilà, quelques semaines après, l'équipage de Mir a réalisé un essai qui constituait à téléguider un vaisseau Progress pour qu'il vienne s'amarrer sur Mir depuis une longue distance. Ça faisait déjà plusieurs années, parce que ça fait depuis 1994 qu'on peut téléguider les vaisseaux Progress en cas de défaillance du système automatique, mais on n'avait jamais essayé de le faire depuis une distance de plusieurs milliers de kilomètres. Et donc c'était le but de l'essai de ce jour-là, c'était le 25 juin 1997, où le commandant de bord, Sibliev, a pris les commandes du vaisseau à 2500 km de distance dans le but de venir le faire s'amarrer sur Mir. Sauf que pour des raisons techniques diverses et variées, il a eu des problèmes pour conserver le contrôle du vaisseau, et le vaisseau Progress est venu entrer en collision avec la station Mir. Il a généré une brèche à peu près à l'endroit que je montre avec ma flèche jaune, donc sur le module Spectre, une brèche de 4 mm carrés. 4 mm carrés, vous allez me dire que c'est pas beaucoup, mais c'est quand même plus que zéro. Donc, ce qui fait que l'air a commencé à s'échapper. Donc, les cosmonautes s'en sont sortis en isolant totalement le module. Et donc, il était 3. Et pendant qu'il y en a 2 qui faisaient ça, le 3e était en train de préparer le vaisseau Soyouz en vue de l'évacuation de la station. Donc, suite à cette collision, il y avait les panneaux solaires aussi qui avaient été fortement endommagés, et ça avait privé la station Mir d'une grande partie de sa puissance électrique. Donc ça, c'est je pense, un des événements spatiaux les plus graves qui a pu arriver depuis Apollo 13. Et en tout cas, c'est un événement où la sécurité de l'équipage a été très fortement remise en question. Depuis, donc ça c'était en 97, c'était il y a 23 ans, et depuis, on n'a jamais eu d'événement de ce niveau de gravité, ni sur Mir sur la fin de sa carrière, ni sur l'ISS. Et on peut espérer que ça continue comme ça pendant encore très longtemps. Et puis, alors, le dernier événement que je voulais partager avec vous, c'est quelque chose qui est très peu connu. Et pourtant, je pense que c'est aussi un des moments où les cosmonautes sont passés le plus près d'avoir de très, très gros problèmes. C'était le vaisseau Soyouz TM5. Alors, juste avant de commencer, un tout petit rappel. Donc, un vaisseau Soyouz, en voilà un, c'est une très, très belle photo. Un vaisseau Soyouz, c'est constitué de 3 compartiments. Au milieu, on a le SA, qui est le compartiment de descente. C'est ici que l'équipage est installé pendant le décollage et pendant l'atterrissage. Donc, c'est la seule partie du vaisseau qui revient sur Terre. À l'avant, on a le BO, c'est le compartiment de vie. Pendant le vol dans l'espace, c'est un volume supplémentaire avec des toilettes, avec un certain nombre d'équipements qui permet à l'équipage d'avoir un petit peu plus de confort. Et puis à l'arrière, on a le PAO, c'est le compartiment des machines. Donc ça, c'est pas un volume pressurisé, l'équipage ne peut pas y accéder. C'est la partie du vaisseau qui héberge les batteries, les moteurs, les réservoirs, les panneaux solaires et tout un tas d'autres systèmes indispensables au fonctionnement. Donc l'équipage de Soyouz TM5, le voilà. Donc au centre, on a le commandant de bord, Yarov. À droite, on a Polyakov, l'ingénieur. Et à gauche, on a Abdul-Momen, qui était le premier et jusque-là le dernier cosmonaute d'Afghanistan. Donc ils ont décollé à bord de Soyouz TM6. Ils ont laissé Polyakov sur Mir. Et puis les 2 autres, Yarov et Momen, l'Afghan, sont revenus sur Terre à bord de Soyouz TM5. Donc, ils se sont désamarrés de la station Mir, et puis, pour rentrer sur Terre, il faut allumer le moteur pour ralentir. Pour réduire la masse et donc économiser des ergols, en préalable, ce que l'équipage fait, c'est qu'il largue le compartiment de vie, qui ne sert plus à rien vu qu'on rentre sur Terre. Donc ensuite, ils allument leur moteur pour ralentir, sauf qu'il y a un problème technique avec un capteur, peu importe les détails, ce qui fait qu'au bout de quelques secondes, le fonctionnement du moteur est interrompu. Rien de bien grave, vous allez me dire. Sauf que
l'ordinateur de bord ne comprend pas la situation et il pense que la combustion a été menée à son terme et donc que la rentrée dans l'atmosphère est amorcée. Et donc, vu qu'il pense que la rentrée dans l'atmosphère est amorcée, qu'est-ce qu'il fait, l'ordinateur de bord? Enfin, qu'est-ce qu'il veut faire en tout cas? Il veut larguer le compartiment des machines. Et donc, s'il largue le compartiment des machines, il n'y a plus de moteur pour rentrer. Et donc, l'équipage, il reste dans son compartiment de descente et il n'a plus qu'une chose à faire, c'est attendre qu'il n'y ait plus d'air. Et donc, heureusement, ce n'est pas arrivé, puisque approximativement 60 secondes avant que le PAO ne soit largué de façon automatique, le commandant de bord, Liarov, a compris la situation et il a tout annulé. Et donc, il a conservé son compartiment des machines. Et donc, il a pu ensuite faire fonctionner le moteur de façon normale et rentrer sur Terre sans problème, mais après quelques émotions. Ce qui est intéressant de remarquer avec cet événement, c'est que par rapport à une grande partie des autres incidents que j'ai pu relater dans ma présentation, à chaque fois, on a eu un système qui a dysfonctionné et un autre système qui a permis de sauver l'équipage. C'est le cas, par exemple, pour tous les échecs au lancement. On a la fusée qui fonctionne mal, mais on a le système d'éjection qui fonctionne bien et donc qui permet de récupérer les cosmonautes. C'est ce que Jean-François Clairvaux expliquait avec le fail operational, fail safe. Bon, là, on passe directement au fail safe, mais au moins, on est safe. Alors que dans le cas de l'incident de Soyuz TM5, la seule chose qui a permis aux cosmonautes de s'en sortir, c'est le réflexe, et donc c'est l'entraînement de Liarov qui a réfléchi suffisamment vite pour comprendre la situation. Sinon, ça aurait été un événement particulièrement tragique. Et puis, et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les gros incidents qui ont marqué l'histoire des vols habités russes. Donc, s'il y a des questions, je tenterai d'y répondre. Et puis, je vous remercie de votre attention. Merci Nicolas. Donc la perche est étendue à Jean-François qui a effectivement effectué son deuxième vol à bord de la navette en 97 et a rejoint la station Mir. Il y a plein d'anecdotes que Jean-François a, mais c'est vrai qu'il a retrouvé un équipage qui avait été un petit peu secoué. Qu'est-ce que tu as à nous raconter là-dessus? Mais je vais revenir sur les deux derniers incidents mentionnés par Nicolas. Le problème de TM5, c'est que pour effectivement être performant pour le ralentissement du vaisseau, on réduit la masse en éjectant le module orbital. Mais comme ils ont loupé leur premier coup de rentrée, ils ont dû rester 24 heures dans la petite capsule. Et c'est pour ça que depuis cet incident, on a amélioré les performances du Soyouz de façon à ce qu'on ne libère le module orbital qu'une fois assuré le fait que l'opération de déorbitation est faite jusqu'au bout. Comme ça, si jamais par hasard ils essayent et que ça ne se marche pas comme TM5, ils ont au moins ce petit module de confort en attendant la prochaine occasion de refaire une déorbitation pour la rentrée. Voilà les deux objets que vous voyez sur la photo. Et ils ont tous les deux les velcro que la NASA a placés avant le vol. Ils sont encore là. Le Rubik's Cube qui, lui, a volé 3 fois et la fusée de Tintin. Mais alors, donc, vous voyez ici Mir, vous voyez Gagarine. Donc là, je rends hommage encore à Gagarine. C'est le Yuri's Day. C'est grâce à Gagarine qu'on est tous là, dont les premiers mots étaient « Je me sens bien » et c'est magnifique. Le paysage est magnifique. Je vous montre à nouveau ici les deux petits, le Rubik's Cube qui a volé 3 fois dans l'espace. Et puis là, la fusée de Tintin. Voilà les deux objets que j'avais dans STS 84, celui-là ayant volé aussi à bord de Discovery un peu plus tard. Effectivement, j'étais donc dans. Nous sommes allés ravitailler Mir. Je vais tout de suite partager une autre image. Vous voyez maintenant une photo de l'équipage dans la station. Donc, nous sommes l'équipage de la navette Atlantis et l'équipage de Mir. Vous reconnaissez au premier plan Vassili Tsibiyev, qui était tout à l'heure sur la photo que montrait Nicolas, qui partait donc pour une mission au cours du premier semestre 97. Nous sommes arrivés en fait après le feu et avant la collision. Le feu les a beaucoup traumatisés, les a beaucoup frappés. Vous savez que c'est une flamme, comme disait Nicolas, qui a été générée par une cartouche qui fabrique de l'oxygène et qui a son propre comburant et carburant. Ils ont essayé de l'étouffer avec leurs vêtements et c'est eux qui, en brûlant, ont fait une fumée épaisse au point qu'ils ne voyaient pas leurs doigts
à bout de bras en tendant le bras. Donc, les premières minutes, ils ont cherché leur masque à gaz à tâtons. Vous imaginez, vous êtes dans un module confiné, vous ne voyez pas et vous essayez en touchant de savoir où vous êtes et où se trouve le masque. Et Jerry Linenger, lorsqu'il a trouvé son premier masque, il ne fonctionnait pas. Il a dû en chercher un deuxième. Mais rapidement, ils ont remis en marche les filtres et la fumée s'est désépaissie. Ils ont gardé les masques plusieurs heures sur le visage. Et lorsque l'atmosphère était considérée comme respirable à nouveau, ils ont pu recommencer à vivre dans un rythme normal. Mais entre ces deux incidents dont on parle, le feu en février, la collision d'un Progress à grande vitesse qui a arraché, qui a en fait en partie arraché l'attache d'un panneau solaire et a créé une grosse fuite, ils ont perdu un tiers de l'atmosphère. Il y a eu un autre incident. Ils ont eu une panne totale du système de régulation thermique, ce qui fait que le taux d'humidité à bord était de 100%. Et quand nous sommes arrivés en mai 97, il y avait une forte odeur de moisi, en fait, je dirais comme une cave à vin. Alors, les pessimistes diraient moisi, les autres, les bons vivants diraient une cave à vin, mais c'était insupportable pour certains, puisque plusieurs de mes collègues ne pouvaient pas supporter de rester plus de 5 minutes dans le bloc central de la station Mir à cause de cette odeur. Et d'ailleurs, il y avait des poches d'eau de condensation qui étaient collées sur les parois par endroits à cause de ce taux d'humidité. Donc, c'est assez extraordinaire. La leçon de tout ça et de ce qu'a raconté Nicolas, c'est qu'on n'a jamais perdu d'êtres humains dans l'espace. On a perdu malheureusement dans l'histoire des vols habités depuis donc 59 ans avec le vol de Gagarine, on a perdu malheureusement 2 équipages russes à la descente, 2 équipages américains à la montée, donc qui sont les phases les plus dynamiques, énergétiques, mais en orbite dans l'espace, on a connu les pires incidents. On en a parlé, Apollo 13, le feu dans Mir, la collision qui a fait perdre un tiers de l'atmosphère, mais on a toujours réussi à sauver la peau de l'équipage grâce à une bonne conception des vaisseaux, des procédures, de l'entraînement des équipages, de l'entraînement du centre de contrôle et des contrôleurs au sol qui ont toujours aidé l'équipage à trouver la solution pour s'en sortir. Et ça, c'est une belle leçon à tirer, c'est que quand on fait ça de façon professionnelle, en réfléchissant bien, en s'entraînant bien, en n'acceptant pas je dirais, les impasses, eh bien, on arrive à faire des choses extraordinaires et à se sauver de situations périlleuses. Alors, malheureusement, on a beaucoup appris d'Apollo 13, mais je voudrais dire que dans le cas, donc on parle de Soyouz 1 et Soyouz 11 pour les deux, c'est l'un dans les années 60 ou dans les années 70, au début des années 70. Depuis, les Russes n'ont jamais eu d'accident mortel depuis 71. Côté américain, les 2 accidents de Challenger et de Columbia ne sont pas des coups de pas de chance technique. C'est à chaque fois un excès de complaisance du top management qui n'a pas respecté les recommandations faites par des experts du programme qui disaient on n'est pas en condition favorable pour lancer, il ne faut pas lancer. Dans le cas de Challenger, il faisait beaucoup plus froid que les températures les plus basses utilisées pour qualifier la navette. Et dans le cas de Columbia, de la mousse se détachait déjà lors de vols précédents. Or, les ingénieurs spécifiques, elle ne doit pas se détacher, sinon il faut revoir, réinventer la colle ou la mousse. Et la NASA avait pris l'habitude de signer, après plusieurs vols, je crois 17 vols déjà où de la mousse se détachait, eh bien, on signe une dérogation sur cette exigence technique des ingénieurs, le temps qu'on trouve une solution, mais ça tardait, et puis un jour, la mousse s'est détachée à un endroit qui a créé la catastrophe. Donc, c'est quand même remarquable de voir que dans des situations confinées, isolées, où on ne peut pas avoir de l'aide physique sur place, dans l'espace, on a connu le pire qu'on puisse connaître en milieu confiné, qui est la même chose dans les sous-marins. Vous savez, il n'y a que 3 urgences qui sont, d'ailleurs, elles ne sont pas dans ce livre que je vous montrais tout à l'heure, parce que les urgences, c'est des pages rouges, il n'y en a que de 3 types en milieu confiné. Il y a la fuite, pour un sous-marin, c'est l'eau qui rentre, pour un vaisseau spatial, c'est l'air qui sort. C'est le feu, ou lorsque l'atmosphère est connue être toxique, pas forcément à cause du feu, mais d'une matière toxique qui peut nécessiter le port de masques étanches de respiration d'oxygène. Et à chaque fois, on a sauvé l'équipage.
Voilà. Donc, quand on est arrivé dormir, je peux vous dire qu'ils étaient heureux de nous voir venir parce qu'ils avaient besoin de notre ravitaillement. Ils avaient besoin de voir un équipage avec du sourire qui leur amenait des cadeaux. On a ramené Jerry Linenger qui venait de vivre le feu. On a laissé Mike Fall à bord. Je lui ai dit d'ailleurs que j'étais jaloux parce que lui allait vivre 4 mois dans une maison de l'espace. Et vivre 4 mois où vous avez le temps d'apprécier l'espace, de regarder la Terre. Et puis lui, un mois plus tard, d'ailleurs le même jour, je me souviens du décès de Jacques-Yves Cousteau, eh bien, il connaît la collision. La première chose qu'ils font, c'est d'aller vers le Soyouz. Ils envoient Mike Fall réactiver le Soyouz. Mike Fall essaie d'activer le Soyouz, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que le relais qui permet de passer sur régime électrique autonome du Soyouz, il est alimenté par une batterie du Soyouz qui était à plat. Depuis, ça a changé. Ce relais est alimenté depuis la station à laquelle le Soyouz est accosté. Mais vous savez, quand je suis rentré dormir, il y avait une grosse liasse de câbles qui passait d'un module à l'autre. Et je dis à Vassili, mais si jamais vous devez isoler un module à cause d'une fuite, par exemple, vous faites comment? Parce qu'au sol, il s'entraîne à défaire les câbles et à isoler le module. Il me dit, de toute façon, on évacue. Et dans ce cas-là, au lieu, ils ne pouvaient pas évacuer tout de suite puisque le Soyouz n'était pas disponible. Donc, ils étaient forcés de trouver la seule solution, c'était de défaire ces câbles et d'isoler le module qui connaissait la fuite d'air. Alors, tous les petits câbles à faible voltage et ampérage, ils les ont coupés avec des ciseaux, les câbles de capteurs, etc. Et les gros câbles de puissance électrique, eh bien, ils ont pris le temps de les défaire. C'est pour ça qu'ils ont perdu un tiers de l'atmosphère. Voilà, ce sont des belles histoires parce que ça arrive à convaincre qu'on arrive à se débrouiller quand on a bien conçu les vaisseaux et quand on a bien entraîné les équipes à bord et au sol. Merci Jean-François. Un petit dernier mot. Tu as parlé de ce livre tout à l'heure, Pif. Donc, c'est un livre d'histoire, mais que sur les vols habités, sous forme d'almanach. Donc, dedans, vous avez effectivement tous les incidents majeurs dans l'histoire des vols habités. Il y a les incidents dont a parlé Nicolas, il y a Apollo 13, il y a aussi le feu dans Mir, il y a aussi la collision de la station Mir. Et tous les droits sont reversés à une association de protection de l'océan que je parraine en Polynésie française.